Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Pierre Coll, mon invité à ce talk show, troisième du nom. Je vais laisser tout simplement Pierre se présenter, il est en face de moi. Je suis au centre de compétences SAP de Lyon, donc je suis ravi d'accueillir Pierre parmi nous. Bonjour à tous, merci Michael de m'avoir invité. Je m'appelle Pierre Coll, je travaille chez SAP depuis maintenant un peu plus de 5 ans et je suis dans l'équipe SAP Business Technology Platform qui s'occupe des outils de développement avec la solution SAP Build pour tout ce qui est low code, no code et la solution SAP Build Code pour les outils de développement Java, JavaScript pour professionnels. Alors, le fonctionnement du talk show, c'est vous avez des questions, vous les posez en direct et je laisse Pierre tout simplement nous présenter tout simplement ce que c'est SAP BTP, SAP Build. Je suis consultant, je suis sur un projet S4. Qu'est-ce que va m'apporter SAP BTP, SAP Build tout simplement? Alors, SAP Business Technology Platform, c'est, comme son nom l'indique, une plateforme technologique focalisée sur le business. Donc, l'idée de SAP BTP, l'acronyme, c'est de fournir un ensemble d'outils technologiques qui vont venir compléter le RP, S4HANA, mais aussi ECC pour les clients qui sont encore sur site, ainsi que les autres applications SAP comme SuccessFactors, Ariba, Concur, etc. À chaque fois que vous voulez développer une application qui interagit avec une solution SAP ou que vous voulez étendre une application SAP, eh ben, vous trouverez dans SAP BTP les outils qui vous permettront de le faire en respectant un certain nombre de bonnes pratiques qui vous permettront, par exemple, dans le cas de l'ERP, de le faire en respectant la logique de Clean Core, donc d'étendre votre ERP, notamment pour les ERP dans le cloud, sans pour autant compromettre votre capacité à le faire évoluer dans le temps et sans être amené à développer trop de modules spécifiques qui seront intégrés dans l'ERP et ensuite qui pourraient compliquer sa mise à jour. Et donc, dans SAP BTP, il y a les outils de développement. Donc, SAP Build, c'est la solution low code, ici. Et SAP Build Code, c'est la solution pour les développeurs. Et les deux permettent de faire coopérer ensemble des équipes dans lesquelles des consultants fonctionnels et des experts métiers vont pouvoir travailler avec l'outil low code et des professionnels de l'informatique vont pouvoir développer en Java, en JavaScript et ensemble, ils vont pouvoir partager des ressources et collaborer en commun sur un projet de nouvelle application ou d'extension. Et puis, dans SAP BTP, il y a aussi ce qui s'appelle SAP Integration Suite, donc un ensemble d'outils d'intégration quand vous avez besoin d'intégrer de façon très étroite votre ERP ou d'autres solutions SAP avec des outils tiers. Et puis, il y a évidemment dans SAP BTP tout ce qui est les outils data, donc maintenant SAP DataSphere, tout ce qui est hérité du monde de la BI, de la business intelligence et du data warehouse. Et puis aussi, bien sûr, maintenant, beaucoup d'intelligence artificielle. Je suis consultant. Est-ce que n'importe qui peut faire du BTP ou du SAP Build? Tu as parlé de Java, c'est des compétences uniquement en Java? Alors, justement, pour SAP Build Code, j'ai parlé de JavaScript et de Java parce que c'est un environnement de développement pour développeurs professionnels qui ont la maîtrise de ces langages de programmation et qui vont trouver dans SAP Build Code un environnement de développement classique, sauf que maintenant, cet environnement de développement intègre de l'IA générative. C'est-à-dire que via un outil de type GPT qui s'appelle Joule, qui est une sorte d'assistant numérique du développeur, le développeur va dire à cet assistant, je vais prendre un exemple, je voudrais développer une application de fidélisation pour mes clients, et pour ça, j'ai besoin d'accéder aux données clients qui sont dans mon ERP S4HANA. Donc à ce moment-là, cet assistant va construire le modèle de données en extrayant une partie de données de l'ERP, et il va construire le modèle de données avec, par exemple, les clients, la liste des produits, les commandes du client sur les 6 derniers mois et la liste des produits composant ces commandes. Et le développeur va dire, bon, ben, soit OK, ça me suffit, soit, ah non, j'aurais besoin aussi de telle ou telle donnée supplémentaire. Et là, le modèle de données est étendu par l'assistant. Et une fois que le modèle de données est OK, le développeur va dire, ben voilà,
je voudrais écrire une application de fidélisation qui va consister à donner 10 points par euro dépensé par mes clients sur chaque produit qu'ils ont acheté ces 6 derniers mois. Sauf que pour certains produits, je vais augmenter l'incentive. Donc là, ils vont gagner 20 points par euro au lieu de 10 pour tous les produits de la gamme XYZ. Et je vais faire en sorte de leur offrir un bon d'achat de la valeur de la moitié des points qu'ils ont gagnés. Et ben, en disant ça au ChatGPT, il va créer le squelette de l'application Java ou JavaScript qui implémente ça. Et ensuite, le développeur va pouvoir intervenir sur le code, évidemment, et l'outil va également générer un jeu de test de données sur le modèle qui a été validé par le développeur, mais qui ne sont pas les données réelles qui se trouvent dans l'ERP, donc des données fictives, mais sur le même modèle, qui vont permettre au développeur de tester son application. Donc, avec ça, on fait gagner une productivité énorme à un développeur professionnel. Et en plus, on a l'outil SAP Build, qui est l'outil no-code, où là, en mode drag and drop, on construit une application simple avec une interface qui pourrait être une interface web, desktop, mais aussi une interface mobile. Et ce qui est très intéressant, c'est que évidemment, ces applications vont pouvoir faire appel de façon très simple à des API, et notamment aux API de l'ERP qui permettent d'accéder aux données qui se trouvent dans le système. Donc aujourd'hui, tu as cité l'exemple en mode retail. Donc aujourd'hui, cette IA générative, elle est efficiente à 50, 60, 90%. C'est-à-dire que moi, demain, je suis développeur. Est-ce que je dois avoir peur de cette IA générative pour me dire, mais demain, elle va faire tout à ma place? C'est-à-dire que je pourrais même un client pourrait très bien se dire, mais pourquoi j'ai besoin d'un consultant puisque j'ai ChatGPT ou j'ai Joule pour moi? Alors, je tiens à préciser que Joule dans SAP Build Code, ça a été lancé la semaine dernière. Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et comme tous les outils d'IA générative, il a encore besoin d'apprendre. Donc, plus il va être utilisé pour créer du code, plus il va améliorer le code qu'il produit, etc. On sait qu'on n'est pas à l'abri, avec les IA génératives, d'hallucinations. Je me rappelle qu'il y a 1 an, ChatGPT m'expliquait très doctement que c'était mieux de manger des œufs de vache que des œufs de poule, parce que comme la vache est un animal beaucoup plus gros que la poule, avec un œuf de vache, c'est bien plus à manger qu'avec un œuf de poule. Donc ce genre d'hallucination, ça a été corrigé, mais on n'est pas à l'abri quand même d'en trouver aussi dans des outils de développement. Et là, évidemment, s'il y a une hallucination dans du code généré par un outil comme ça peut être problématique. Donc on aura toujours besoin d'un développeur pour et de la même façon d'ailleurs sur ChatGPT, quand on veut lui faire produire du texte ou lui faire produire une image pour les IA génératives, on a besoin assez souvent d'affiner le prompt. On envoie un premier prompt, on a un résultat, on n'est pas tout à fait satisfait, on corrige le prompt et on itère comme ça. Donc de la même façon, quand on demande à une IA générative de générer du code, on pourra avoir besoin d'itérer. Il faudra être capable d'exprimer quand même précisément et dans un langage compréhensible par l'outil ce qu'on veut. Et il faudra être capable de vérifier le résultat qu'on a obtenu et ainsi de suite. Donc, ça restera quand même un outil à mettre entre les mains. Quand il s'agit de produire du code Java et JavaScript avec SAP Build Code, ça restera entre les mains de développeurs. Après, je suis absolument incapable de dire aujourd'hui si un développeur qui va être maintenant outillé avec ça sera capable de faire en une journée ou en une semaine le travail de 2 développeurs qui n'avaient pas ces outils ou 3 développeurs qui n'avaient pas ces outils. Ça, on n'a pas le recul aujourd'hui pour le dire. Mais ce qui est clair, c'est que ça va quand même induire une augmentation très importante de la productivité des développeurs. Le but de tout ça, c'est quand même que, aujourd'hui, il y a quand même un manque de ressources en développement. C'est aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles SAP a lancé une offre low code, no code. C'est parce que il y a un certain nombre d'applications pour lesquelles on n'a pas absolument besoin d'un professionnel de l'informatique pour développer en Java ou en JavaScript, et que avec des outils simples manipulables par un non-informaticien, mais un consultant métier qui sait ce qu'il veut et qui sait comment marche le RP et qui connaît un peu quelles sont les données dans le RP, et ben lui peut développer une application. Ensuite, au moment de la déployer, bien entendu,
l'IT va prendre la main, va vérifier la conformité de l'application, va assurer sa recette, va assurer son déploiement, va assurer sa maintenance. Mais ça permet au moins de pallier au manque de ressources en développement pur. Dans tout ça, donc on est quand même sur des technologies plutôt orientées cloud. Je suis un client qui sont sur des solutions on-prem. Est-ce que il y a plus de complexité par rapport à un client qui va être sur une solution ERP en on-prem par rapport à un client qui peut être sur une solution en cloud public ou en cloud privé? Est-ce que c'est exactement la même couverture pour l'ensemble de ces outils-là, si je veux les plugger sur du on-prem versus une solution en full cloud? Alors oui, les outils de développement et d'automatisation de processus qui se trouvent sur SAP Business Technology Platform sont compatibles avec les installations on-prem d'ERP chez les clients, notamment via des outils qui font partie de SAP Integration Suite, qui permettent de mettre les bons tuyaux entre ce qui est on-prem chez le client et ce qui va être dans le cloud pour les nouvelles fonctionnalités qu'on veut développer. On a parlé de build, on a parlé de BTP, on a parlé d'IA générative. Il y a aussi un terme qu'on utilise des fois, c'est le RPA. Est-ce que le RPA, c'est aussi un terme qu'on met dans le build? Oui. Alors, RPA, c'est l'acronyme de Robotic Process Automation. Ça consiste, de façon très, très simplifiée, à simuler le comportement d'un utilisateur qui interagit avec plusieurs applications pour le faire reproduire de façon automatique par un robot logiciel. Je prends un exemple. Dans le service client d'une grande banque, pour répondre à un client qui appelle au téléphone, on va commencer par lui demander son numéro de client. À partir de là, on va ouvrir la CRM. On va rentrer son numéro de client et on va voir sa fiche. Et ensuite, pour aller plus loin, pour répondre à sa demande, on va avoir besoin de consulter l'état de ses différents comptes bancaires, l'avancée du remboursement de son prêt immobilier, par exemple, etc. Donc là, il va falloir rentrer dans des applications métiers, entrer à nouveau l'identifiant du client, récupérer toutes ces données, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps à un employé du service client qui est au téléphone avec un client qui attend au bout du fil. Un robot RPA, on va le programmer pour dire, une fois qu'on rentre l'identifiant du client, actuellement, tu ouvres la CRM, tu copies et tu colles ce numéro dans tel champ, tu cliques virtuellement sur le bouton Enter, tu récupères les données, tu les mets dans une nouvelle fenêtre virtuelle, tu ouvres les applications métiers, tu récupères l'info sur tous les comptes du client, et voilà. Et ça se fait automatiquement. Pendant que l'employé est en train de discuter avec le client, il a juste eu à rentrer le numéro de client, et tout ça se fait. Donc l'idée, c'est un peu comme une super macro Excel, sauf que la macro Excel n'interagit qu'avec Excel. Votre petit robot RPA, il va interagir avec potentiellement l'ensemble des applications qui sont sur le poste de travail d'un employé ou qui sont sur des serveurs pour des applications de back-office. Et donc cette logique de RPA, c'est quelque chose qui a été inventé il y a 20 ans. Il se trouve que moi, avant de rejoindre SAP, j'étais dans un éditeur logiciel français qui s'appelait Contextor, qui faisait de la RPA avant même que le nom de RPA n'ait été inventé par les analystes de Gartner. On avait équipé des très grandes banques comme le groupe BNP Paribas, on avait équipé EDF, on avait équipé Bouygues Télécom, enfin des tas de très grosses boîtes françaises qui utilisaient cette technologie pour faire gagner du temps à leurs employés. Et il se trouve qu'en 2014, les analystes de Gartner ont découvert cette série de logiciels. Ils ont mis un nom dessus, ils ont appelé ça Robotic Process Automation, et ça a été le début de la hype autour de tout ça, qui a fait que quelques années plus tard, en 2018, SAP a racheté Contextor pour développer sa propre solution de RPA, qui est maintenant intégrée dans l'outil SAP Build Low Code No Code. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique peuvent créer par drag and drop une automatisation en indiquant les différentes étapes de ce qui est à faire, en indiquant éventuellement les points de contrôle de l'humain, puisque le workflow va pas se dérouler forcément entièrement en automatique. À un moment, on peut demander à un humain de faire une vérification, et voilà. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est ce qu'on avait fait à l'époque chez CTLM pour l'onboarding de nouveaux clients.
Donc CTLM, c'est l'organisme de crédit du groupe BNP Paribas. Et, non, c'était pour Hello Bank, je me trompe. C'est la banque en ligne du groupe BNP Paribas. Et donc Hello Bank avait fait des campagnes de publicité à leur lancement et ils avaient beaucoup de demandes qui arrivaient par le web de gens qui souhaitaient ouvrir un compte chez Hello Bank. Et quand vous voulez ouvrir un compte dans une banque française, il y a un certain nombre de vérifications qui doivent être faites au préalable par la banque. C'est un processus, on va dire, normalisé et réglementaire qui s'appelle Know Your Customer, KYC, que toutes les banques dans le monde doivent effectuer. Vous devez vérifier que votre potentiel client n'est pas un bandit recherché par Interpol, que votre potentiel client n'est pas un ministre d'un gouvernement étranger. Vous devez vérifier qu'il n'a pas d'antécédents bancaires trop catastrophiques non plus, avec des ardoises dans d'autres banques. Éventuellement, quand c'est Hello Bank, filiale de BNP Paribas, c'est intéressant de vérifier qu'il n'est pas déjà client de BNP Paribas, avec une agence, etc. Donc, tous ces processus, toutes ces vérifications consistaient en mode manuel à, une fois qu'on a reçu le dossier de demande d'inscription d'un nouveau client, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, d'aller sur le site officiel de la police pour vérifier que monsieur Paul Martin, né à telle date, n'est pas recherché par la police, qu'il n'est pas dans les personnalités sensibles des différents pays, etc. À chaque fois, c'est un employé qui ouvre une fenêtre, qui copie et qui colle le nom, le prénom, la date de naissance, qui valide sur un bouton et on lui dit c'est OK. Et puis après, il passe à la fenêtre suivante et ainsi de suite, c'est OK. Et il le fait 8 fois de suite. Donc ça va lui prendre à peu près 10 minutes. Et une fois que tout est OK, on va dire, OK, on accepte monsieur Paul Martin en tant que nouveau client de Hello Bank. Et à ce moment-là, une fois qu'on l'accepte, il faut lancer tout un tas d'actions pour qu'il devienne effectivement client opérationnel. C'est-à-dire qu'on va lui créer son compte en banque dans le mainframe qui gère le back-office de la banque. On va envoyer une requête à Visa ou Mastercard pour lui créer sa carte bancaire à laquelle il a droit. On va lui créer son entrée dans la CRM pour pouvoir le gérer ensuite, etc. Et là encore, ça consiste à recopier Paul Martin né à telle date dans tel logiciel, appuyer sur un bouton pour lancer une action et ainsi de suite. Et ça prend encore 10 minutes. Et entre les